Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un entretien avec le philosophe et essayiste Tom Benoît, qu'on aura aussi l'occasion de retrouver à partir de septembre prochain sur la chaîne TV5 Monde pour une émission de philosophie intitulée Les Nouveaux Philosophes. Et aujourd'hui, nous avons invité Tom Benoît pour faire le lien entre la pensée philosophique et les actualités politiques et sociales. Par quelle actualité est-ce que vous aimeriez commencer? Alors, on peut commencer par un sujet peut-être qui concerne l'actualité franco-française, les législatives, puisqu'on se retrouve dans une configuration de chaos politique sans précédent, si je puis dire. On a vécu une campagne présidentielle qui a été totalement fantôme pour la première fois. On a eu une représentation médiatique très limitée de la plupart des candidats, de la plupart des programmes, une présence des candidats très limitée dans les médias. Et pour la première fois, un parfait déséquilibre entre ce qu'on a qualifié comme étant les gros candidats, mais qui ne représentaient pourtant pas le sérieux politique qui faisait foi jusqu'à présent, et une minorité de petits candidats qui n'étaient même pas présents dans les débats présidentiels. Le débat, si ça n'est un, le seul débat d'avant premier tour qui a été effectué, a sorti deux ou trois candidats. C'est un événement qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République. L'égalité entre ce qu'on considère comme étant, par rapport à une couverture médiatique, les gros et les petits candidats ne doit pas intervenir à 15 jours, 20 jours, un mois d'une élection présidentielle. Donc je pense qu'on a eu une élection qui a bafoué les règles de la Ve République et qui a bafoué les ambitions également de la plupart des votants, des Français, des électeurs, ce qui conduit premièrement un désintérêt pour la politique de beaucoup de jeunes, mais ce qui conduit également une certaine idée de révolte également de la part de beaucoup de personnes qui, premièrement, n'ont plus envie d'aller voter, mais ont envie de crier leur désarroi, de bousculer un système qui ne les respecte pas, si je puis dire. Et je regrette que pour les législatives à venir, on se retrouve dans une configuration qui me semble assez semblable à celle de la présidentielle. On a là aussi des représentants de gros partis qui se défilent par rapport à certains échecs. Je pense à Éric Zemmour qui caressait l'espoir de représenter le nouveau segment de la droite réactionnaire, entre guillemets, bien que j'ai rien contre les idées réactionnaires. Hein. Je le précise à ce niveau-là parce que je lisais une interview de Jean-Luc Mélenchon dans Libération ce matin qui déclarait qu'il voulait bousculer justement les idéologies réactionnaires et libérales. Ce qui est d'une absurdité sans nom parce que la quête identitaire dont on peut justement espérer la revalorisation sur les années à venir en France, et dans tous les sens du terme, lorsqu'on parle d'identité, on ne parle pas seulement de conflits entre les cultures, entre les ethnies, entre la sédimentation de plusieurs cultures, mais on parle également de traditions, de culture franco-française, de culture catholique, de culture également nord-africaines qui sont arrivées par la suite, qui ont été jointes aux cultures françaises dans certaines parties de la France. Donc, par rapport à la quête identitaire, je définis la qualification de l'identité, ce qu'on peut qualifier comme étant les codes de l'identité en France. Et la quête identitaire est étroitement liée à des idées réactionnaires. La volonté collective et communément acquise en vogue aujourd'hui qui vise à gommer toutes les aspérités, à gommer tous les caractères de l'identité est totalement absurde. D'où l'incohérence de certains propos de Jean-Luc Mélenchon qui veut représenter justement le segment anti-réactionnaire et qui, de notre côté d'ailleurs, dans la même interview, c'est assez étonnant, déclare qu'il ne veut pas que les choses changent et que les insoumis restent insoumis et que le gouvernement tel qu'il est reste tel qu'il est. Donc c'est assez paradoxal parce que comment peut-on être par essence en respect de la sémantique justement telle qu'elle est réactionnaire et se définir réactionnaire et d'autre part déclarer qu'on ne veut pas que les choses changent et qu'on veut rester un dissident. Ce qui lui correspond assez bien d'ailleurs parce que c'est assez surprenant. Je pourrais dire que j'ai rien contre Mélenchon, mais j'en ai après la politique et la représentation politique qui est portée par la France insoumise à l'heure actuelle et Jean-Luc Mélenchon, parce qu'elle est devenue
la gauche majoritaire. Mélenchon était le troisième homme de cette élection. Et visiblement, la position de dissident correspond parfaitement à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise. On est dans une configuration dans laquelle il n'y a plus de droite, mais il n'y a plus de gauche non plus. Et on a un pouvoir pourtant qui ressemblerait un petit peu plus à ce qu'était la droite précédemment, mais qui fait l'effort systématique de se socialiser d'une façon qui est médiocre généralement, ce qui est assez regrettable là aussi, parce qu'on n'a pas à socialiser la droite. Il y a des valeurs à droite qui sont très vertueuses. L'écologie peut être une valeur de droite, par exemple. Parce que l'écologie, la confrontation écologique est étroitement liée justement à certaines idées qu'on peut qualifier comme étant en quelque sorte conservatrices, réactionnaires, puisque ça correspond, c'est Giscard d'Estaing qui disait que l'écologie était une valeur de droite, parce que la valeur de l'écologie est de protéger ce que l'on a, de conserver ce que l'on a. Donc, ça peut être très intéressant de conserver, justement, d'entretenir le mythe et la valeur de certaines idéologies qui sont l'apanage de la droite, et d'autre part, d'entretenir également l'aspect vertueux de certaines idéologies considérées comme étant des idéologies de gauche, mais qui ne sont pas nécessairement des idéologies dissidentes, qui ne sont pas seulement, qui ne doivent pas être réduites en tout cas à des idéologies revendicatrices, si je puis dire. Voilà sur les législatives, en tout cas, les quelques mots que j'ai à dire. Alors, les critiques évoquées amènent bien sûr à la question de qu'est-ce qui va se passer après, comment est-ce qu'on pourrait peut-être changer les choses ou les évolutions. Ouais. Alors, le premier point, je pense que ce qu'il faut noter en premier, c'est que nous allons totalement changer de système. On n'aura plus de système politique qui repose sur la quête vers un homme ou une femme providentielle. Jusqu'à présent, depuis les fondements de la Ve République avec le général de Gaulle, on a un système politique qui repose vraiment sur la présence d'un homme ou d'une femme providentielle. On attend l'exécution d'un programme par un représentant politique qui correspond au code du patriarcat, en quelque sorte, et qui correspond au schéma entrepreneurial. C'est-à-dire un patron qui dirige avec fermeté pour l'intérieur, donc pour la citoyenneté, pour la territorialité, un pays, et qui défend ce même pays de l'extérieur. Donc le même schéma que celui qui s'opère dans le milieu entrepreneurial, c'est-à-dire la gestion d'une masse salariale et l'opposition face à une adversité qui est représentée par une concurrence dans une entreprise privée. Ce système me semble totalement désuet. On est à la fin d'une époque, on le constate irrévocablement. Le mythe de l'homme providentiel ne fait plus fantasmer personne dans la population, et au contraire, j'irais même jusqu'à dire que la plupart des représentants politiques, des politiques majeures, essaient de se défaire de ce costume et ne veulent plus porter le costume. Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'on est en train de changer de système. On va avoir un système qui va être beaucoup plus législatif. On a des voisins en Europe comme les Suisses, les Belges, qui ont déjà un système politique qui est beaucoup plus législatif que le nôtre. Donc je pense que sur les années à venir, le grand bouleversement, le grand changement sera ce système qui va devenir beaucoup plus législatif et qui va faire appel au peuple. Alors, la grande question, c'est de savoir de quelle façon on va solliciter le peuple. De quelle façon est-ce qu'on va faire appel au peuple pour envisager l'application et l'exercice politique. On a des organismes comme le CESE, par exemple, qui est assez méconnu. J'ai rencontré il n'y a pas si longtemps de ça Thierry Baudet, le président du CESE, qui fait un travail admirable, qui est très motivé justement pour faire connaître leur organisation et essayer de solliciter un maximum de personnes qui puissent être intéressées pour faire évoluer les choses et faire évoluer le débat. Mais c'est une assemblée qui est parfaitement méconnue du peuple pour le moment, et pourtant c'est la 3e assemblée en France. Elle est constituée de plus de 200 membres qui siègent au Palais d'Iéna, donc on est sur l'équivalent, après l'Assemblée nationale et le Sénat, de ce type d'institution, et pourtant c'est totalement méconnu. Donc il ne faudrait pas que durant cette transition de schéma politique, en passant à un système beaucoup plus législatif, le peuple passe à côté également des nouveaux schémas législatifs, et qu'on se retrouve avec un système qui soit totalement impersonnel,
truffé d'informatique également, avec des moyens de communication qui ressemblent un peu, on pourra faire des analogies avec l'architecture, aux moyens de communication qu'il y a à l'heure actuelle entre les architectes, les constructeurs, les politiques, qui communiquent uniquement avec des logiciels, avec comme le BIM par exemple, ou pour la gestion des bâtiments, ce qui emmène une déshumanisation dans les processus de création et de gestion. Et il ne faudrait pas que ce soit le même mécanisme, le même schéma qui s'opère sur le système politique et sur l'exercice politique. Alors justement, pour éviter de tels écueils, est-ce qu'il y a des conseils, des choses peut-être à prendre en compte? Alors, le premier élément, c'est très à constater en tout cas, c'est qu'il faudrait que la presse ne sanctionne plus la parole du peuple, si je puis dire. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une réelle liberté d'expression dans la presse, mais pas par le biais de tribunes. La question n'est pas là. C'est pas, la grande problématique n'est pas que le peuple puisse ou non s'exprimer facilement, que le peuple ait accès aux médias, que la population, donc quand je dis le peuple, j'entends celles et ceux sur qui s'exerce le pouvoir. Donc la majeure partie de la population, celles et ceux qui subissent plus de pouvoir, plus de règles que ce qu'ils en exercent. Donc, ce qu'on peut considérer comme étant les salariés, les petits chefs d'entreprise, les commerçants, les retraités, les étudiants, les jeunes. Donc, je pense que la problématique n'est pas que le peuple puisse s'exprimer, mais surtout que le peuple puisse être représenté par des personnes qui s'expriment dans les médias et dont la parole n'est pas muselée. Parce que pour le moment, la parole est muselée. Il y a un aspect très censeur dans l'exposition médiatique. Il y a une notion d'exclusion sous-jacente, mais pas en France spécialement. Je ne suis pas en train de critiquer, bien au contraire, parce nous ne sommes pas les pires à ce niveau-là, le système médiatique français, mais dans le monde entier, la tonalité de l'époque, la tonalité de notre société vise à limiter l'expression, à limiter la parole. On est forcé de faire partie d'un schéma de pensée. Et si on ne fait pas partie de ce schéma, on est exclu de la société. On est exclu premièrement de la société bien pensante, donc dans l'aspect social de la société, et on est d'autant davantage exclu de la société politique et économique, si notre parole ne correspond pas à la parole qui est en vogue durant l'époque actuelle. Et ce qui est regrettable, ce que je regrette énormément, c'est qu'il y a un abandon absolu de l'objectivité, qui est la pierre angulaire de toute réflexion, de tout axe de réflexion. La pierre angulaire de tout axe de réflexion philosophique, sociologique, psychologique est l'objectivité. La remise en question des conclusions que l'on peut tirer par rapport à des raisonnements pulsionnels, par rapport à des faits qui vont être suggérés, pensés, perçus, mais qui sont induits par la pulsion. Et on s'en éloigne totalement. Les idées et les idéologies, à l'heure actuelle, ressemblent justement à la conception immobilière, à la conception matérielle, au schéma agroalimentaire, au schéma industriel, c'est-à-dire du préfabriqué, du préconçu. On a de l'idéologie hors site. Il n'y a qu'à s'en rendre compte, justement par rapport à l'exposition médiatique. La presse arrive à créer, depuis déjà plusieurs années, avec l'apparition d'Internet, ça n'a fait que s'accroître, des événements sans importance qui donnent l'impression d'avoir beaucoup d'importance et qui vont influencer justement la société, qui vont avoir une influence sur l'aspect concret de la société, sur l'évolution de la société. Le soir du second tour, on peut avoir, il y a 10 jours, un journaliste qui suit en moto avec un micro et un casque le président élu ou le président qui va être élu parce qu'il s'est déplacé d'un bâtiment de Paris à un autre bâtiment de Paris en étant en duplex avec le présentateur en plateau pour nous expliquer de quel bâtiment, avec beaucoup de pression, beaucoup de sentences, de quel bâtiment à quel bâtiment le président se déplace. C'est quand même aberrant, c'est quand même assez navrant qu'on en arrive à cela. Et ça met un frein à toute forme d'objectivité, puisque les événements qui sont surmédiatisés, en tout cas qui occupent le panorama médiatique, devraient être les événements qui ont du sens et qui vont avoir du sens par rapport à ce que sera l'avenir de la société et ce qui peut permettre de faire évoluer les axes de réflexion.
Alors justement, une actualité dont on parle énormément en ce moment, c'est le conflit en Ukraine, bien sûr. Alors, par rapport à l'Ukraine, je pense que le premier point à aborder est la quête vers la sagesse. Je suis profondément agacé et inquiet par l'attitude de certains chefs d'État, notamment le président américain qui déplore que Vladimir Poutine, qui déplore publiquement que Vladimir Poutine ait été convié à participer au G20. On ne peut pas exclure Vladimir Poutine de la scène mondiale tant qu'il est chef d'État, quelles que soient les attitudes de Poutine. Et sachez profondément que je les récuse parfaitement et que je suis profondément touché par ce qui est en train de se passer en Ukraine, par le drame qui est en train de se passer en Ukraine. Pour autant, tant que Poutine sera patron de son pays, c'est-à-dire chef d'État en fonction, on ne peut pas se permettre de notre côté de refuser le débat, de refuser la communication avec Vladimir Poutine. C'est un risque absolu qui peut être capital et qu'on ne doit pas encourir. Donc, ce que je regrette majoritairement est l'attitude de beaucoup de chefs d'État de la scène mondiale qui jouent un peu les provocateurs, pour ainsi dire, avec Vladimir Poutine, croyant faire évoluer la situation, mais je pense qu'il faut prendre en considération visiblement ce qu'on peut imaginer comme étant la faculté à se mettre en danger de Vladimir Poutine et qui peut par la même occasion mettre en danger sa population, son peuple, le peuple ukrainien et les peuples environnants. Donc je pense profondément qu'il faut être non pas soumis et dépendant de Poutine, bien au contraire, mais à l'écoute et entretenir le dialogue avec Vladimir Poutine, tant qu'il est chef d'État. Voilà ce que je pense par rapport à la situation en Ukraine, que je soutiens naturellement et que je déplore, parce que les Ukrainiens n'y sont pour rien, le peuple ukrainien n'y est pour rien, se trouve entraîné dans un conflit dont il ne tirera aucun intérêt et même dont il n'aurait tiré aucun intérêt, en tout cas de la situation, si celle-ci n'était pas allée jusqu'au conflit, parce que la présence de l'OTAN ou la connivence entre l'Ukraine et l'OTAN est-elle vraiment nécessaire pour le peuple ukrainien? Est-elle un gros atout pour le peuple ukrainien? Je ne sais pas exactement, j'en doute également, donc on peut se poser la question. Et la meilleure solution est-elle de continuer à armer l'Ukraine, de continuer justement à alimenter un état de guerre, ou d'entretenir un dialogue avec un petit peu plus de sagesse, de modestie, de connivence et d'empathie, de volonté de résoudre la situation pour le peuple ukrainien, pour les peuples environnants, avec Vladimir Poutine. Je pense que c'est la seconde option qui serait probablement la plus raisonnable et surtout la plus raisonnée. Vous avez abordé j'allais dire la notion, c'est plus qu'une notion, le terme de sagesse. Est-ce que vous trouvez globalement que peut-être notre monde manque de sagesse en ce moment ou qu'on va vers davantage de sagesse? Oui, je pense que notre monde manque cruellement de sagesse. Je ne suis pas individuellement, qui plus est, je ne dirais pas un passionné, mais je ne suis pas à la quête de la sagesse. J'ai souvent l'habitude de définir la philosophie comme une discipline plus analytique qu'une quête vers la sagesse, comme la définition grecque le voudrait. Pour autant, je pense profondément on est dans une situation qui est clairement décadente au niveau mondial. Alors, ça vient par l'oubli de la mémoire collective, ça vient de l'abandon de la mémoire collective, l'abandon de l'identité justement territoriale, que ce soit au niveau régional, au niveau national, parce qu'on a créé de nouvelles formes d'identité qui sont de plus en plus imprécises. On a créé une Europe, par exemple, qui repose sur des fondements identitaires qui sont très imprécis, qui sont très imparfaits. Et je pense que cette imprécision, ce mouvement permanent, ces échanges permanents qui sont de plus en plus facilités par on pourrait parler de métaverse également, mais déjà jusqu'à présent par la transition numérique, par la présence d'informatique, induit une fuite de la sagesse, absolument.
Et je crois que l'humanité est peut-être dans la pire des périodes, à l'adolescence de son existence et en période de crise, il me semble. Et je ne suis pas profondément pessimiste, quoique, plutôt tragique. C'est-à-dire que j'essaie de voir la réalité telle qu'elle est, sans forcément la revêtir d'un aspect morose, mais telle qu'elle est, pas profondément optimiste non plus. Mais par rapport à la situation globale, la situation mondiale et l'avenir de l'humanité, notamment par rapport à la confrontation écologique, qui n'est pas prise en considération à sa juste valeur, je promets des heures assez sombres pour les années et les décennies à venir. Vous savez, on a reçu le rapport du GIEC il y a quelques semaines qui met en garde, c'est le cas de le dire, l'intégralité des chefs d'État de la scène mondiale par rapport à l'écologie, justement, et à la nécessité écologique, parce qu'il s'agit de nécessité, en nous disant que nous avons 3 ans pour changer notre fusil d'épaule et changer notre modèle de production et de consommation. Ce qui est assez étonnant, c'est que ces rapports se succèdent. Le rapport du GIEC est loin d'être une surprise. On pouvait, en tout cas, les conclusions qui sont tirées et présentées dans le rapport du GIEC ne sont pas du tout ne font pas l'office de surprise. On pouvait le prévoir, on pouvait l'imaginer. Et pourtant, je n'ai pas l'impression que ça affole ni les gros entrepreneurs qui ont une responsabilité, les patrons justement de grandes entreprises. Quand je parle de grandes entreprises, je ne parle pas d'entreprises qui ont 15, 20 ou 30 personnes en effectif. Je parle du CAC 40, je parle de ceux qui produisent et qui donnent le ton, qui donnent le là pour la production mondiale et pour le schéma de consommation, qui décident de ce que sera le schéma de consommation. Je n'ai pas l'impression que ça alerte tellement ces personnes-là. Et d'autre part, les politiques qui sont en charge de changer peut-être de situation, de modifier, de sublimer ce schéma, sont bien souvent dépendants des volontés majoritairement spéculatives des personnes que je viens de citer. Donc, je ne pense pas, en tout cas, la situation ne le promet pas, qu'un changement soit effectif sur les années à venir, ce qui est très inquiétant pour l'avenir. Parce que la confrontation écologique est une nécessité. On est, depuis la nuit des temps, confronté à l'écologie. Il n'y aura pas de concession, de partenariat entre un homme, des femmes et des hommes, un humain qui manie l'industrie dans tous les coins du globe et un environnement naturel, un équilibre écologique. Il n'y aura pas de partenariat. Il peut y avoir des échanges, il y aura une confrontation entre deux réalités, mais il n'y aura pas de partenariat. Il n'y aura pas de... ce qu'on appelle la transition écologique, par essence, sur le plan de la sémantique, est une absurdité. Il n'y aura pas de transition écologique. C'est un petit peu, vous savez, c'est le même schéma que pour les habitats à loyer modéré, dont les noms sont toujours beaucoup plus beaux que les constructions. Et bien souvent, plus les tours, durant les années 60, 70 et 80, étaient laides, précaires, même sur la durée, puisqu'elles étaient construites pour une vingtaine, une trentaine d'années, plus le nom de la résidence de la cité était magnifique et pouvait faire rêver. Et là, c'est un petit peu le même schéma qui s'opère. On parle de transition écologique en induisant un passage qui deviendrait, au fil de quelques années, vertueux et dans lequel on irait vers une période durant laquelle on respecterait l'écologie et on respecterait l'environnement. Je ne pense pas qu'au point où nous en sommes, par rapport au schéma de productivité, au schéma économique que nous envisageons et dont nous caressons l'espoir, collectivement également de voir le jour, que ce soit par rapport à la présence d'écrans un petit peu de partout, à beaucoup plus de conception, de fabrication de numérique. Je ne pense pas qu'on puisse trouver un équilibre entre écologie et schéma industriel et économique. Donc la vraie question est de savoir comment on va pouvoir contrôler la confrontation écologique, mais pas de rêver d'une transition écologique. On ne passera pas à un monde écologique, en tout cas. Et il y a pléthore de formules assez oniriques, en quelque sorte, comme la transition écologique, les énergies vertes, on va décarboner les énergies également. Donc ça fait rêver un petit peu tout le monde. Il suffit de dire, mais même dans le débat présidentiel ou législatif, il suffit de dire qu'on va décarboner les énergies pour que tout le monde soit d'accord et qu'on puisse être présenté
comme un écolo qui dispose de toutes les caractéristiques les plus vertueuses de l'écolo en vogue aujourd'hui. C'est une absurdité sans nom. Il faut voir comment on va décarboner les énergies. Pour quel schéma? Est-ce qu'on mise dans le solaire? Est-ce qu'on investit dans le solaire? Presque pas. Est-ce qu'on investit dans la thalassothermie? Presque pas. Vous savez, à Marseille, ça a été une première mondiale, justement, ce qu'on appelle la boucle à eau de mer. C'est un mécanisme qui permet de récupérer la chaleur, les calories de l'eau de mer, qui est systématiquement entre 12 et 14 degrés à Marseille, et qui produit de l'énergie, qui produit du froid, qui permet de chauffer, qui permet de refroidir, qui produit de l'énergie. Ça produit énormément d'énergie. C'est une énergie qui est certainement celle qu'on peut qualifier comme étant la plus propre, puisqu'elle est parfaitement renouvelable, et plus que renouvelable, elle est inépuisable. Ce sont les calories de l'eau de mer qu'on utilise pour produire, pour fabriquer, pour sublimer de l'énergie. On investit très peu. Quand je dis on, je parle justement de la société en général, de la tonalité de la société, politique, spéculative, donc politique, économique, entre décisions publiques impactant le privé et décisions privées étant dépendantes du public. Cette société investit très peu dans ce type d'innovation. On le fait un petit peu pour la parade, comme on ferait une carte de visite, là aussi, justement, en enjolivant un petit peu les noms, les segments d'une entreprise, mais vraiment pour la parade, on investit très très peu à ce niveau-là, alors que les innovations existent, elles sont là, et c'est vers cette direction qu'il faut aller si on veut justement parler un petit peu de transition écologique, mais si on veut respecter la confrontation écologique. Vous avez abordé plusieurs fois la question du numérique. Justement, le développement du numérique actuellement, quel impact est-ce que ça a selon vous, à la fois par rapport à l'écologie, mais aussi peut-être par rapport à l'évolution de la presse, de la liberté de parole? Alors, par rapport à la presse, le premier point qu'il faut noter, c'est qu'il y a une dévalorisation du travail des journalistes qui est induite par les réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément un point positif. Je ne veux pas paraître réac en disant ça, parce que justement, je peux dénigrer de temps à autre l'incurie dans les lignes éditoriales de certains journaux, de certains organes de presse dont je tairai le nom, mais d'autre part, la France était un grand pays de journalistes. Le journalisme constituait l'une des noblesses, l'un des segments vertueux, élégants et nobles de la France jusqu'aux années 70-80, jusqu'au début des années 80, avec des organes de presse comme Libération dans les années 60 et 70, lorsque ça a été créé par Serge July et Jean-Paul Sartre, le Nouvel Observateur par Jean Daniel dans les années 50, avec ce type d'organes de presse. On a été un grand pays de journalisme et de journalistes. Les réseaux sociaux ont tendance à dévaloriser la presse parce que justement, on a donné le ton avec des actualités qui sont chromé d'une éphémérité qui est assez déconcertante. On peut, comme je le disais au début de notre entretien, donner une importance capitale à des événements qui n'ont aucune importance, qui n'ont strictement aucune importance. Donc le numérique et la communication par les réseaux a modifié le schéma de communication de la presse. Ça, c'est indéniable, c'est fait. Donc le premier impact sur la presse du numérique, c'est celui-ci. Il y a un agacement également de la part de la population à l'endroit des journalistes et notamment des présentateurs télé, par exemple, de celles et ceux qui font de la télé, qui font de l'actu à la télé, parce qu'on peut faire très facilement, comme on le fait aujourd'hui, justement, des entretiens YouTube ou sur Facebook avec une liberté de ton qui est un petit peu plus marquée. On peut parler un petit peu plus longtemps de sujets bien ciblés parce qu'on n'est pas censuré par la dictature ni de tout le champ normatif du CSA, ni la bien-pensance sociétale dont on parlait précédemment. Donc il y a un agacement de beaucoup de personnes par rapport à ça qui se disent « moi aussi je pourrais justement m'exprimer, je m'exprimerais mieux si j'avais le droit de parler ». Donc il y a beaucoup d'agacement par rapport aux journalistes, par rapport au numérique, induit par la présence du numérique. Ça, c'est le premier point. Le point assez négatif, ce qu'on peut noter, c'est que sur l'évolution des rapports sociaux, j'ai beaucoup parlé du numérique dans l'architecture et par rapport à la gestion des biens. Sur les rapports sociaux, le numérique a un impact qui est assez regrettable. La communication est de plus en plus segmentée,
est de plus en plus dépendante justement d'un soutien numérique, c'est-à-dire d'un soutien qui fait l'éloge de la fuite, parce que le numérique fait l'éloge de la fuite. L'essence même de l'assistance numérique, c'est de pouvoir fuir, de pouvoir échapper à la réalité d'une façon encore plus efficiente, plus accessible qu'avant la présence du numérique avec des outils plus mécaniques, puisque il faut voir ces 3 temps également par rapport au numérique. On a démarré une sorte d'industrialisation qui s'est informatisée, qui s'est ensuite numérisée, et on est en train justement avec le métaverse de passer à la 3e vitesse, au 3e cran, c'est-à-dire d'incorporer de la réalité dans une industrie qui était numérique. Donc le schéma en 3 parties démarre avec une industrie informatique qui est encore très mécanique, donc dans les années 50 avec de la domotique par exemple dans l'architecture, donc un aspect encore très mécanique de l'informatique. Ensuite du numérique, c'est-à-dire qu'on peut communiquer justement via des écrans, on peut avoir du direct, on peut avoir une communication, quelque chose qui ressemble un petit peu plus à la réalité, mais qui représente encore une opposition entre une réalité informatique, une réalité numérique et une réalité physique. Donc il n'y a pas encore de communication par rapport au sens. Je vois votre joli regard derrière l'écran, mais je ne parviens pas justement à capter vos sens et à capter ce que vous pouvez ressentir, comme je pourrais le capter si nous étions réellement l'un en face de l'autre. Et avec le métaverse, on se dirige vers ce schéma sociétal justement par rapport au rapport humain, par rapport aux liens sociaux et aux échanges entre humains, qui va faciliter, même à distance, le contact et la perception physique. Donc c'est ce qu'il faut noter par rapport à l'informatique également et à l'informatisation, ou en tout cas à la numérisation de la société. C'est le fait que la société, avec la transition métaverse, va devenir une société qui va mettre en évidence 2 réalités, une réalité numérique et une réalité qui restera la réalité beaucoup plus, la réalité originelle, pour ainsi dire, l'aspect factuel et physique des choses, de la vie, des événements et de l'humain. Est-ce que vous pensez que cette évolution va aussi avoir des impacts peut-être sur les domaines politiques Économique principalement, politique également, économique c'est une certitude. Je pense que le schéma économique sera totalement bouleversé. Il l'est déjà, mais on est en quelque sorte dans un état de, pas de grâce vraiment, mais de latence. On a une sorte de période de sursis. Et je crois que c'est également dans cette dimension qu'il ne faut pas se laisser leurrer par un raisonnement qui consisterait à espérer que les choses redeviennent comme avant et que la situation redevienne à la normale. On ne quittera pas la période de crise dans laquelle nous sommes immergés. La période de crise économique, c'est assez pessimiste, je vois votre regard, mais c'est assez pessimiste, mais la période de crise économique dans laquelle nous sommes, celle que nous connaissons à l'heure actuelle, n'est pas une période, c'est la fin d'une époque. Il s'agit de la fin d'une période, d'un schéma économique, c'est-à-dire le schéma économique d'après-guerre. Si on parle de la situation occidentale et de la France, de l'Europe, on est dans un schéma économique qui a été restructuré par rapport à celui qu'il était avant-guerre, donc dans les années 20, à la période du premier crack, du crack de 1929, et on a tout restructuré après-guerre, lorsque la France s'est reconstruite à partir des années 50. Ce schéma économique est encore valable, c'est-à-dire que vous aviez déjà des agences d'architecture, des cabinets d'avocats, de notaires dans les années 50-60 qui existent toujours, qui payaient une TVA, qui payaient de l'impôt sur les sociétés, sur les revenus, qui avaient des associations entre entreprises, entre sociétés, et on est vraiment à la fin de ce schéma économique. Il y a une robotisation de la société, parce qu'au-delà de l'informatisation de la société, ce qu'il faut noter, c'est la robotisation de la société. Jusqu'à présent, on transformait d'une façon magnifique et presque pulsionnelle l'énergie de l'homme, l'énergie de l'humain, avec de l'argent. On arrivait avec une monnaie unique à, justement, je ne dirais pas monnayer parce que c'est un pléonasme, mais à payer l'énergie de l'humain. On arrivait à traduire, à modifier, à structurer, à définir irrévocablement le prix de l'énergie de l'humain, avec de l'argent, avec une monnaie unique, avec le système monétaire mondial. Alors, ce système-là est totalement à la fin de atteint son dernier chapitre. Ce qu'il faut noter, l'analogie qui est assez intéressante, c'est que les monnaies, les crypto-monnaies comme le Bitcoin par exemple, traduisent cette fois-ci non pas l'énergie
de l'homme, mais l'énergie de l'informatique. Parce qu'à partir du moment où il y a une énergie informatique, à partir du moment où vous avez une société qui est robotisée, à partir de l'instant où vous avez une société qui est gérée d'une certaine façon et dans certains segments par de l'intelligence artificielle, ça signifie qu'il y a une dépense d'énergie, ça signifie qu'il y a une consommation d'énergie et que cette consommation d'énergie, puisqu'elle va être rentabilisée par certaines entreprises, peut être monnayée. Donc à partir de là, on crée une monnaie et c'est ce qu'on a fait avec les crypto-monnaies. C'est pour ça d'ailleurs que le métaverse, le monde métaverse, qui est en train de prendre forme avec il faut voir beaucoup de précautions dans l'évolution du métaverse. Pour le moment, il y a un aspect très ludique, on ne l'a pas encore totalement structuré, totalement défini, ce monde métaverse. On pourra y revenir un peu plus tard, mais on est au balbutiement du métaverse. Ça relève plus du fantasme pour le moment. En tout cas, les avantages du métaverse relèvent plus des fantasmagories, du ludique, que de la réalité économique ou sociétale. Et ce métaverse, les territoires métaverses peuvent être achetés uniquement avec des crypto-monnaies, uniquement avec du Bitcoin. Donc ça montre bien justement que les crypto-monnaies servent à traduire ce qui n'est pas la réalité, mais ce qui est la réalité virtuelle. Et par rapport au métaverse, à l'évolution du métaverse, je pense profondément que d'ici quelques années, lorsque l'hologramme aura une place beaucoup plus importante dans la société, on aura un essor fulgurant du métaverse. Parce que tout le sens du métaverse repose sur la présence de l'hologramme. Sans l'hologramme, le métaverse, c'est de l'informatique, c'est du numérique. Il faut qu'il y ait de l'hologramme, il faut qu'il y ait une aptitude mécanique, informatique, numérique, en ingénierie à créer de la réalité, donc par l'hologramme, pour qu'il y ait des territoires métaverses. Vous pourrez imaginer dans quelques années peut-être que certaines plateformes de vente comme Amazon ou certains commerces louent des territoires métaverses ou achètent des territoires métaverses pour faire essayer une chemise, pour faire essayer une robe, pour faire sentir un parfum, pour pouvoir monter dans une voiture à distance. Et là, vous aurez justement un schéma économique dont on pourra user en métaverse, en tout cas, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. D'ailleurs, il y a une sémantique très axée sur le ludique, comme je le disais précédemment, lorsqu'on évoque le métaverse, on parle d'expérience. La plupart des sociétés, même les très très grandes sociétés qui traitent de métaverse, parlent d'expérience, évoquent l'expérience d'une autre réalité, mais il n'y a pas d'aspect très factuel pour le moment. Pour terminer, est-ce qu'il y a un dernier sujet sur lequel vous aimeriez... Alors, un sujet qui est franco-français, c'est justement, comme je le disais précédemment, l'abandon de la mémoire collective sur le plan culturel également. J'aimerais que la société évolue profondément et j'aimerais que celles et ceux de ma génération ne se laissent pas, pour ainsi dire, gangréner par cette transition numérique, par cet oubli de la réalité et de la confrontation à la réalité, qu'elle soit écologique ou individuelle, et qu'on prenne le contre-pied sur la gestion de la santé collective, la gestion des flux alimentaires également, qu'on prenne conscience dans la conception du schéma architectural que les ondes peuvent être dramatiques et peuvent avoir des conséquences dramatiques. Donc il faut également induire avec l'évolution du numérique une réglementation qui permette d'échapper à cette confrontation qui peut avoir des conséquences fatales pour l'homme et pour les générations futures. Donc j'aimerais profondément qu'il y ait une sorte de maturité collective qui soit induite pour le moment par celles et ceux qui détiennent le pouvoir de le faire, qui sont le système médiatique, le système politique, donc les animateurs de talk show par exemple, je pense à quelqu'un de particulier, certains politiques également en particulier qui ne sont pas dignes de leur fonction. Et je ne parle pas du président élu et je ne fais pas de promotion particulièrement par rapport à Emmanuel Macron, la question n'est pas là, mais il est loin d'être le pire. Il est loin d'être le pire et pourtant il fait partie des présidents qui ont été très mal élus. On est tous d'accord pour le dire, puisqu'il y a eu un vote pour la majeure partie des votants d'Emmanuel Macron, en tout cas ceux qui ont servi à le faire élire, qui n'est pas un vote d'adhésion, qui est un vote de contestation, mais un vote de fatalité, un vote de nécessité pour beaucoup. Mais beaucoup des
gros représentants politiques ne respectent pas une certaine idée de la fidélité. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de révolte, de revendication, d'appartenance politique, d'appartenance culturelle, l'idée de la fidélité peut être assez intéressante. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous, merci de m'avoir reçu.